avant les questions, je voulais juste, sur la dernière... Ah oui, so what, ça c'est pas mal ça. Le so what, il mérite un commentaire, parce que c'est pris devant le ministère du pétrole à Bagdad, quand les troupes américaines arrivent, et ils sécurisent tout de suite le ministère du pétrole et ils laissent le musée qui est en face être pillé. Et évidemment, dans ce ministère du pétrole, il y avait quelques documents qui les intéressaient. Il y avait les contrats qu'avaient signés un certain nombre de sociétés pour le développement des champs irakiens du sud, des grands champs irakiens. Voilà, c'est une parenthèse ça. Non mais c'est tes deux courbes de la fin. Il y a une chose qu'il faut voir, c'est quand on passe en gros en 2003 de 200 milliards de dollars d'investissement à quelque chose qui frôle les 700 10 ans après ou 12 ans après, c'est un triplement en volume de l'investissement. Par contre, c'est une multiplication par 1,5 seulement des quantités physiques. En clair, la moitié de l'argent, c'est le doublement des prix. Prix du forage, prix de l'acier, prix de l'homme, de l'heure d'ingénieur, n'importe où dans le pétrole, etc. Donc on a un phénomène très particulier dans le pétrole, ces cycles se font pas à coût constant. Et aujourd'hui, quand vous allez avoir une diminution, on a eu 150 milliards de dollars de moins en 2015 qu'en 2014, et vous allez encore avoir cette année 100 milliards de moins, ça commence à faire beaucoup, donc notre chiffre de 650, il devient quelque chose comme 450, enfin, quelque chose comme ça. La moitié de cette baisse, on n'aura pas une diminution d'activité du même montant, elle sera 2 fois moindre, parce que les prix des services s'écroulent. Hein. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que les prix s'écroulent, c'est que l'action de Schlumberger, d'Haliburton ou de CGG, ça vaut plus que le 10e ou le 20e dans le cas de CGG, mais ça vaut plus que la moitié dans le cas de majors de parapétroliers comme Haliburton ou Schlumberger. Donc il est évident qu'il y a un squeeze des marges, et squeeze des marges, ça veut dire baisse des prix. Voilà, donc faire bien attention que les courbes en volume d'investissement, il faut les lisser, et si on les ramenait à prix constant, eh ben c'est des courbes qui sont 2 fois moins pentues dans les deux sens. Voilà, je voulais juste dire ça. Vous aviez un dernier transparent, vous évoquiez le problème du réchauffement climatique. C'est quand même un sujet qui nous intéresse beaucoup ici à Centrale Énergie. Et que vouliez-vous dire rapidement? Enfin, on a enlevé c'est pas au cœur du sujet. Je voulais dire que c'est devenu, c'est pas au cœur du sujet de ce soir tel qu'on l'a défini, pétrole et géopolitique, mais le problème climatique qui est maintenant posé depuis plus de 20 ans, qui à chaque COP évolue, prend une dimension géopolitique évidente. Pour la première fois, tous les pays ont été d'accord pour signer un certain type d'engagement qui font sourire certains, mais qui est pour la première fois une reconnaissance unanime de tous les pays que le problème est réel et existe. Et il est évident qu'au cours du temps, on va mettre en place un certain nombre de mesures pour faire régresser plus vite qu'il n'aurait régressé sans intervention publique le charbon en premier, le pétrole en second, puis le gaz en troisième. C'est-à-dire, par ordre de leur gravité en matière de changement climatique, on va les faire régresser. Et donc, la négociation post-COP21 est déjà amorcée pour la COP22 de Marrakech. C'est quelles mesures, quels instruments de contrôle, c'est-à-dire quel est l'organe officiel qui va vérifier tous les chiffres au nom des Nations Unies, parce que c'est une de facto, le GIEC, c'est une agence Nations Unies. Donc, comment on va mettre en place toute cette mécanique de contrôle, et puis après, comment on va non seulement contrôler que les INDC, c'est-à-dire les prises d'engagement de réduction prises à Paris dans un désordre absolu, chacun faisait ce qu'il voulait, c'était la règle du jeu, c'est pour ça que tout le monde a accepté. Comment on va les contrôler, et puis comment on va les durcir. Voilà. Je peux dire un mot là-dessus, peut-être. Pour l'instant, l'accord de la COP, c'est une très belle boîte. C'est une très belle boîte. C'est fabuleux d'avoir cet unanimisme pour la première fois en plus sur une question écologique. C'est une boîte vide, avec plein de trous pour s'en sortir. Dans le langage diplomatique de la COP 21, on parle de transparence sans caractère intrusif. J'aime bien l'image.
Voilà, c'est ce qu'on appelle une oxymore en français. Voilà, c'est un oxymore. Et si on veut remplir cette boîte, tout le monde, ou la lever, si on veut trouver un levier pour soulever cette boîte, tout le monde parle beaucoup, voire se gargarise d'une notion nouvelle, en tout cas en particulier dans la finance, qui est le prix du carbone. Le prix du carbone, c'est il y a 10 ans on appelait la taxe carbone. Maintenant on parle de prix du carbone, de corridor de prix, si on parle des marchés des quotas d'émissions. Pour l'instant, l'Europe, qui est censée être à la pointe de ça, a un très bel outil complètement émoussé, qui ne sert à rien, qui s'appelle l'EU ETS, le marché des quotas d'émissions. Et mon souci, c'est, je me demande dans quelle mesure, je parlais du lien assez direct et en même temps assez mystérieux entre la valeur à travers la monnaie et l'énergie. Je me demande si on peut, en gros, je me demande si la croissance, quelque chose comme la croissance verte n'est pas tout simplement une vue de l'esprit. Je me demande si aujourd'hui le fait qu'on ait une opportunité historique, grâce à l'effondrement des cours du baril, pour mettre en place un prix du carbone et que personne manifestement ne se précipite pour le faire, si Obama courageusement a envoyé comme ça un ballon sonde là-dessus, mais si renchérir les coûts d'énergie, c'est affaiblir la capacité du système à croître, dans la mesure où pour l'instant la croissance est l'alpha et l'oméga de toute politique économique, je me demande si là à nouveau on n'a pas une oxymore, ou en tout cas quelque chose de contradictoire. J'en sais rien, mais mon intuition est plutôt pessimiste là-dessus. Bonsoir, merci de vos exposés. Moi j'ai une question, j'ai un peu une théorie, c'est-à-dire que je me suis toujours dit qu'aux États-Unis il y avait peut-être une histoire de subprime 2.0, et en fait quand on y réfléchit, je trouvais un chiffre tout à l'heure, en cours des dettes des sociétés pétrolières, la plus grande industrie mondiale, 1600 milliards de dollars, donc les subprimes c'était 1200, 1300. Est-ce que finalement on n'est pas au bout du bout, puisque ce qui a créé cette bulle et cette situation dans l'industrie pétrolière aujourd'hui, c'est les politiques des banques centrales dont le mandat était d'ailleurs de contrer l'inflation qui avait été créée par les pics pétroliers dans les années 80 et d'avoir un plafond à 2. Et maintenant ces idiots, ils se sont dit, en fait le problème c'est pas le plafond, c'est qu'on va absolument y retourner. Et donc on a créé aux États-Unis avec les trois QE1, QE2, QE3 les conditions pour avoir un dollar très faible et financer toute la surproduction qui est actuelle et qui, quand on a arrêté cette politique, a fait s'effondrer le dollar. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les capitalisations de l'industrie, on ne parle pas que du pétrole américain, c'est toute l'industrie qui est concernée, parce qu'on parle des Américains, on parle des pays, mais on parle un peu moins des entreprises privées, alors que ces entreprises-là, 1600 milliards de dollars, c'est quand même une somme considérable. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un effondrement total de l'industrie de la production pétrolière? En tout cas, on est à l'aube des résultats, la publication des résultats de Total, et on va voir si c'est un effondrement qui s'annonce. J'aurais bien aimé avoir vos deux vues là-dessus. Non, mais moi je partage ton intuition. Il se trouve que on regardait que des sociétés comme Chesapeake avant la chute, qui est un des principaux opérateurs de gaz de schiste, où on a à peu près le même phénomène d'effondrement des cours avec un très fort endettement au départ. C'est des entreprises qui opéraient avec des cash flows négatifs en 2014 avant la chute des cours. Donc moi je veux bien qu'il y ait effectivement eu des compressions, qu'on ait essoré les fournisseurs et qu'on ait comprimé, mais j'ai du mal à croire qu'on puisse passer d'un seuil de rentabilité, d'opérations rentables, pas tellement rentables, avec des cash flows négatifs chez pas mal d'opérateurs très importants, avec un baril à 110 ou à 100 ou à 95, et que d'un coup, une fois qu'on est à 30, en 6 mois, on a réussi à comprimer suffisamment. J'y crois pas. Bon, alors, moi je vais essayer de faire une réponse peut-être un peu longue. Les subprimes, qui avaient 1200 milliards de dollars, prêtés à des gens qui, en fait, à partir du moment où une partie de leur budget qui servait à se chauffer et à se déplacer et faire fonctionner l'électroménager doublait, triplait de prix parce que le pétrole augmentait, ces gens-là devenaient insolvables. Ils étaient déjà probablement une partie à la limite du solvable, et il y a un lien avec le pétrole, ils devenaient insolvables, et donc on a une masse gigantesque de prêts qui devenaient insolvables. Bon. Pétrole, tu as 1500, 1600 milliards de dollars qui sont prêtés à l'industrie pétrolière, mais
le taux d'insolvable potentiel est relativement faible. Alors on peut discuter pendant des heures, savoir si c'est 200 milliards ou 400 milliards de dollars. C'est quelque part entre ces deux chiffres. Sur les 1600, qui ne sont pas remboursables. C'est-à-dire les acteurs en question, ou ils seront en faillite, et si c'est une faillite, les banques, elles perdent tout, ou ils se font manger, et là, les banques, qui auront une négociation, elles perdront la moitié, à peu près, en gros. Si demain, Total décide d'acheter tel petit indépendant américain qui a 20 milliards de dollars de dette, c'est déjà un gros qui a 20 milliards, hein, 2 milliards, eh ben, il y aura une négociation avec les banques, on dira aux banques, bon, vous récupérez 1 milliard de votre dette, et puis voilà, et nous, on a la société. Donc, on est en train de parler, je dirais, comme ce qui va rester sur le dos des banques, de 100 à 200 milliards. Quelque chose comme ça. Donc peut-être une centaine vont se débloquer cette année. Ça va se dérouler devant nous, ce cinéma. On va voir les faillites et on va voir les sociétés rachetées par plus gros qu'eux. Je ne crois pas que ce soit dans l'état de décomposition totale du système financier international, le montant de la dette publique américaine, de la dette publique française, sauf erreur, la nôtre c'est 2000 milliards, hein, à peu près, en chiffre rond, la dette française. Je ne suis pas sûr que nos 2000 milliards soient plus solvables que les... Donc je ne crois pas que ce soit un événement majeur. C'est un événement court terme majeur, parce qu'évidemment il va être spectaculaire, voir les faillites les unes derrière les autres, il peut y avoir des mouvements de panique face à ça. Puis, il y a des banques très engagées dans le pétrole qui éventuellement, elles aussi disparaîtront. Et les banques, c'est des jeux de dominos, elles se prêtent les unes les autres, on aura peut-être des choses spectaculaires qui auront été déclenchées par le pétrole. Mais je ne pense pas que la dette pétrolière en elle-même soit très inquiétante. Les majors, ils ont des ratios d'endettement relativement faibles. Hein. À part petite BP, c'est quoi? C'est de l'ordre entre 20 et 30% de ratio de dette. C'est rien du tout ça. Ils sont solvables. Ils peuvent tenir plusieurs années, si tu veux, dans ces conditions invraisemblables. Voilà ce que je voulais dire. Si on regarde un peu plus loin, moi, il y a quelque chose qui, j'en parle, c'est ce que j'évoquais à la fin, ce qui me questionne fondamentalement dans tout ça, c'est le lien entre quantité de carburant que tu peux mettre dans le système et capacité du système à faire des choses. Si tu as une crise profonde et durable, éventuellement qui s'auto-entretient à travers le système financier de l'industrie pétrolière. Moi, je vais prendre un commentaire. Il y a un carburant carboné, et là-dedans, le pétrole, évidemment, c'est le plus beau des trois. Mais prenons l'industrie électrique. Elle fonctionne essentiellement au carburant carboné, elle fonctionne quand même presque aux 2/3 à l'échelle mondiale au charbon. Or, on sait faire aujourd'hui de l'électricité, probablement un peu plus chère quand même que l'électricité charbon, décarbonée, hein, que ce soit par la voie nucléaire ou par la voie renouvelable. Alors, c'est d'ailleurs la voie nucléaire qui est assez nettement la moins chère si on fait les comptes correctement. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que du carburant carboné. Le carburant nucléaire, il a ses propres inconvénients, mais il peut aussi alimenter une société qui passe entièrement à l'électricité. En un siècle, on peut passer totalement à l'électricité pour les transports au moins terrestres, terrestres et maritimes. Bon, alors l'aérien, c'est un peu plus compliqué. Mais, enfin, à mon avis, le relais par les renouvelables pour moitié et le nucléaire pour moitié, à l'échelle de la fin du siècle, c'est jouable. Je crois que c'est jouable. C'est pas la mort de la civilisation. Et on garde là le pétrole comme matière première, enfin le pétrole ou le gaz pour faire notre pétrochimie, faire tout ce dont on a besoin, nos chaussures, nos costumes. Et on résorbe ou on efface l'endettement à travers des avalanches une relance de l'inflation, une partie des dettes qui est épongée. Ça s'est passé dans l'histoire un certain nombre de fois. Hein, donc, non, mais la capacité du système à croître ralentit, de fait, depuis 3 décennies. Ça interroge quand même. Ça veut dire on ne peut pas régler nos problèmes environnementaux si on continue avec une croissance forte. Donc il faut se préparer à une croissance mondiale faible, entre 1 et 2% par an. Ça veut dire quasi nul pendant 2 ou 3 décennies pour les pays riches,
et ces 2 ou 3%, enfin, étant essentiellement sur des pays qui sont très en retard. Je pense que c'est jouable. Ce qui est beaucoup plus compliqué dans ces déstabilisations, c'est les mouvements de population imprévus, que ce soit pour des raisons de sécurité, des raisons climatiques ou autres, etc. Ça me paraît beaucoup plus grave pour l'avenir de nos sociétés que le simple fait d'avoir un très fort ralentissement de croissance. Le Japon connaît une croissance quasi nulle depuis 30 ans. Tu vas au Japon, tout est impeccable, il n'y a pas un papier dans les rues, tout marche impeccable. Hein. Donc, on a expérimenté un pays riche à zéro croissance. C'est un système ouvert. Là, on parle du système monde. Alors, système monde, oui, mais nos systèmes de pays riches, je pense, il reste des pays qui ont besoin de rattraper. Je pense que c'est jouable, mais il y a plein de choses imprévisibles là-dedans. Effectivement, il y aura des crises, et éventuellement des crises très graves. Mais je pense que les crises de migrants sur l'Europe en ce moment, c'est plus important, c'est plus fondamentalement déstabilisant qu'une croissance faible. On peut signaler peut-être juste d'un mot. Moi, j'ai peut-être, vous allez me trouver particulièrement pessimiste, mais j'ai peur que ce qui s'est passé en Syrie soit un cas d'école. Des conséquences du pic pétrolier et des conséquences délétères du réchauffement climatique. Il se trouve que la Syrie cumule les deux. A cumulé un pic pétrolier qui a sapé la manne de l'État-providence à la Assad, clairement, et cumule une sécheresse hors norme telle que prévue par les modèles climatiques sur l'impact du réchauffement climatique sur cette partie-là, sur l'est du bassin de la Méditerranée. En tout cas, ça colle avec ce que disent les modèles climatiques. Et ça donnait, je ne sais plus, 2 millions de ruraux qui sont déplacés vers les villes à partir de 2008. La sécheresse, c'est 2007-2008. En Algérie, aujourd'hui, il n'y a pas que l'effondrement des cours du baril. Il se trouve que l'Algérie est confrontée à un pic pétrolier, un déclin de sa production, dont les gens, les gens avec qui j'ai pu en discuter, les anciens de la Sonatrach, et du ministère du pétrole algérien avec qui j'ai pu discuter disent que c'est irréversible. Tu l'as évoqué tout à l'heure, un pays comme l'Algérie achète massivement la paix sociale depuis 10 ans, en tout cas au moins depuis 2008, à travers une agence qui s'appelle l'ANSEJ, qui si vous arrivez, on vous prête comme ça 100 000 euros, en tout cas jusqu'à 2014, on prêtait à n'importe quel jeune 100 000 euros comme ça sans demander trop de garantie pour acheter un camion ou pour faire un je ne sais quoi. On a vu ce que ça a donné dans les années 90, une guerre civile en Algérie, je sais pas. Je pense qu'il y a du danger. Il y a un système en équilibre. Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent François Rodier, qui compare les structures dissipatives, les systèmes organisés ouverts. Les structures dissipatives obtiennent un équilibre qui est un équilibre instable. Effectivement, moi je pense on tourne depuis le début des années 80 autour d'un équilibre, autour d'un point d'équilibre. On voit la stabilisation de la consommation d'énergie per capita au niveau mondial. L'exemple de la Syrie, l'exemple du Yémen, qui est aussi un pays qui a vu sa manne pétrolière totalement éradiquée en 10 ans, faute de réserves suffisantes, pour des raisons géologiques, encore une fois écologiques. J'ai l'impression qu'on accumule beaucoup de sources de danger aussi. Et effectivement, si on rajoute à ça la dette... Ce qui m'a surpris, c'est que tu n'as pas un des liens les plus étonnants entre la finance et le pétrole, c'est quand même que c'est 1 an après le pic pétrolier des États-Unis que Nixon a décidé l'arrêt de la convertibilité. Hein? Ne me lance pas là-dessus. Non, mais je ne peux pas, mais ce que je veux dire, c'est fondamental. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le système est devenu complètement instable et imprévisible? C'est que les monnaies, maintenant, tout le monde fait la planche à billets à outrance. Les assignats à côté, c'est une plaisanterie. Et comme il n'y a plus de système fixe là-dedans, que l'or n'est qu'une matière première parmi d'autres, qui d'ailleurs curieusement, on n'a aucune capacité à prévoir son évolution, que les monnaies sont plus liées en tout cas. Et ça, la rupture de ce lien, elle a à voir avec l'histoire du pétrole. À plus d'un titre. J'ai découvert en faisant le bouquin que parmi les économistes qui avaient conseillé, notamment Volcker, et puis ensuite jusqu'à Nixon de mettre fin à l'étalon or, il y avait beaucoup d'hommes du pétrole. Il y avait des hommes de la Chase Manhattan, et il y avait notamment un économiste de Exxon, d'une filiale financière de Exxon. Ça c'est un indice. Un autre indice, c'est que à partir du moment où la source principale
profit de l'industrie américaine en général commence à se tarir, Nixon, dans un message au Congrès dès 1971, dit « on a pris notre source d'énergie comme quelque chose », il ne parle pas de pétrole explicitement, mais c'est sous-entendu, on l'a prise, sa croissance comme une évidence, comme un fait acquis, c'est quelque chose qui est en train de se saper, et je pense, et la manière dont on a su, Wall Street a su, enfin, le département d'État, l'administration Nixon en général, puis Kissinger, ont su, dès 1974, rebrancher la source de pétrodollar créée par le choc de 73 sur Wall Street, est tout à fait remarquable. Je pense que on peut dire que le choc de 73 trouve sa source avec le pic pétrolier de 70. Pour moi, c'est tout à fait étayé historiquement. Allez, oui, les questions. On va essayer de faire des réponses courtes maintenant. On a continué un peu les exposés, on va faire des réponses beaucoup plus courtes pour vous permettre de poser beaucoup de questions. Allez-y. Je voudrais poser une question qui a été un peu abordée dans le dialogue là, qui vient d'avoir lieu. Il a été beaucoup abordé la production, les trois plus gros producteurs, mais pas par contre la demande. Et quels sont les trois gros demandeurs? Or, on s'aperçoit que la croissance n'est plus là, pour des raisons sans doute beaucoup plus complexes que la seule lien avec l'énergie. Il suffit d'écouter même des économistes comme Patrick Artus, Daniel Cohen, les économistes américains qui expliquent. Et d'autre part, il y a quand même effectivement tout le GIEC qui entraîne des politiques énergétiques dans les pays occidentaux qui sont les gros consommateurs, qui semble-t-il sont irréversibles et qui vont entraîner une baisse, je crois qu'elle a déjà commencé dans certains pays européens. Donc j'avais deux questions. Est-ce qu'on note, malgré la baisse des prix du pétrole, une remontée de la consommation des carburants dans les pays occidentaux, Europe et États-Unis? Par ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un scénario où, dans le futur, ce soit non pas la demande qui soit contrainte par la production, mais finalement la production, vu que les stocks, comme vous l'avez souligné, sont limités physiquement, ce soit la production qui soit contrainte par une demande qui baisserait, et in fine avec une production donc, qui suivrait cette demande, mais en ayant des prix bas, parce que les pays qui sont très forts consommateurs baisseraient énormément leurs demandes, sans que les pays en développement, qui feraient aussi des efforts, comme la Chine commence à en faire, prennent leur place complètement. Réponse très rapide. L'Europe, la baisse continue, la baisse du prix n'a pas enrayé la baisse de la demande. États-Unis, rebond de la demande. Bon, on ne va pas discuter en détail pourquoi. Les comportements et la fiscalité sont différents des deux côtés de l'Atlantique. Sur la fameuse théorie du pic de la demande et non pour contredire le pic de l'offre, il y a une littérature importante. Je vous passerai un article, je n'y crois pas une seconde. C'est évidemment que face à un pic de l'offre, il y a un pic de la demande, puisque c'est toujours égal. Et qu'il y ait temporairement des désajustements, et que quelque part, les mesures qu'on va mettre en place forcément pour réduire la demande, puisque l'offre se réduit, puissent à un moment être en avance sur la... C'est ce qui se passe en ce moment, mais c'est confondre, si vous voulez, la gâchette et le fusil, quoi. Mais voilà. Moi, je répondrais un peu différemment. Pour ma part, je pense que les deux phénomènes sont intriqués. Soit on a effectivement un pic de demande vertueux, comme celui que vous décrivez. Moi, je travaille pour ça au quotidien. Je ne le vois pas encore. C'est-à-dire une sortie du pétrole, degrés, à cause des 2 degrés. Ça serait super. Je pense que ce qui nous pend au nez, c'est plus un pic de la demande de force, c'est-à-dire que je ne suis pas certain que, compte tenu des liens qu'on voit entre la capacité du système à croître et la capacité des flux physiques qui lui permettent de croître, à être développés, il me semble que on a, avec c'est ce que j'écrivais tout à l'heure, avec la chute des investissements dans le pétrole en particulier, et dans la plupart des matières premières, on a l'ingrédient d'une spirale déflationniste. Ce qui s'est passé un peu dans les années 30. Alors, et ça, c'est une forme de pic de la demande, qui va de pair avec un pic... Mais qui est temporaire, qui dure 5 ans, 10 ans, mais qui c'est sur le long terme, sur le siècle, c'est bien l'offre. Allez, on va passer à une autre question, parce que si on fait nous-mêmes là-dessus, il y a des séminaires uniquement sur ce thème. Oui, bonjour. Vous parliez tout à l'heure du pic de pétrole en Pennsylvanie dans les années 20, et un géologue américain dans les années 50, c'était Hubbert, je crois, avait prévu un pic de pétrole mondial en 2000.
À l'époque, il n'avait pas été écouté, apparemment. Et il a été découvert une première fois en 1974, puis très récemment dans les années 2000. Et en fait, j'ai l'impression que on essaye de ne pas voir le pic pétrolier au niveau politique et économique, et qu'on essaye de ne pas se préparer à ce phénomène. Comment vous expliquez cela ? Le tropisme humain, on n'est pas capable de se projeter dans un système, on n'est plus capable en tout cas de se projeter dans un système fini. On aime bien discuter de symboles et pas de la substance des choses. Et l'antienne, le refrain permanent de l'économie de croissance, à mon avis, est extrêmement délétère. On considère que c'est une très bonne idée de scier le plus vite possible la branche sur laquelle on est assise. C'est juste de la bêtise, je pense. Collective, mais de la bêtise quand même. Bonjour. Point de vue. Antoine Bernard, entreprise CGG. Je voudrais vous demander, juste pour clore le sujet sur les réserves mondiales, il y a, dans les années 70, les années 80, on disait qu'on avait plus que 20-30 ans de pétrole devant nous. Aujourd'hui, combien d'années il nous reste de pétrole? Bon, ça c'est une question qui veut, je suis désolé parce que c'est chez GG qui est quand même une grande maison, qui veut strictement rien dire. On a toujours 40 ans, on avait 40 ans quand j'ai commencé ma carrière, on a 40 ans aujourd'hui. Ça veut rien dire. On peut prendre en compte on a mangé, on a une définition, si vous voulez, des réserves prouvées, c'est celles que vous trouvez, celles qui vous donnent les 40 ans, qui sont publiées chaque année par l'AIE, par les Nations Unies, par tout ce que vous voulez, par World Oil, Oil and Gas Journal, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des chiffres d'abord qui sont déclaratifs, c'est les pays qui les déclarent, la plupart. C'est en général des réserves d'EP, ça n'a rien à voir avec la notion de réserve prouvée de la SEC. Donc si vous voulez, vous ouvrez là un truc sur lequel il y a des bouquins entiers. Hein, la SEC a d'ailleurs changé il y a quelques années ses définitions. Si vous voulez lire là-dessus, vous allez sur le site de l'ASPO et vous verrez ce que sont réellement l'état des réserves. Vous verrez que depuis 10 ans, on trouve beaucoup moins que ce qu'on consomme. On consomme chaque année 30 milliards de barils. En moyenne, sur les 10 dernières années, on en a trouvé 15 par an, donc il y a la moitié qui manque. Mais par contre, optiquement, comme on a fait passer, on a basculé massivement des ressources en réserve, le Canada, les ultra-lourds, le Venezuela, dont je vous ai expliqué qu'il est passé premier détenteur de réserve mondiale purement par un jeu d'écriture. Donc méfiez-vous, c'est un sujet en soi. Il y a un avatar optique absolument extraordinaire, si vous voulez, et allez sur le site de l'Association for the Study of Peak Oil. Pour comprendre ces enjeux-là, d'un mot, il faut beaucoup plus... moi j'ai compris beaucoup plus de choses en regardant l'évolution de la production mondiale et des productions nationales, ou des productions des compagnies, qu'en regardant les réserves où effectivement il y a des effets de loupe. Aujourd'hui, effectivement, si vous regardez le Venezuela, c'est du pétrole extra lourd de l'Orénoque, on ne sait même pas si au niveau record des prix du baril atteint en 2008, ce pétrole-là devient exploitable. Pour plein de raisons, pas seulement physiques. Mais... Donc aujourd'hui, il n'y a pas de projection sur les réserves non trouvées encore? Si, et c'est même relativement précis, elle se resserre d'année en année. C'est ce qui reste à découvrir en pétrole conventionnel, selon les articles et les sources, vous allez trouver entre 250 et 500 milliards de barils. Donc, si vous voulez, tous ces chiffres-là, il y a une gigantesque littérature sur ce qui reste à trouver. Il y a quand même un élément d'incertitude, c'est la capacité à développer tu as d'ailleurs beaucoup écrit là-dessus, sur les pétroles de schiste. Ça, c'est sûr que c'est un... Alors, je ne sais pas si c'est un game changer, mais en tout cas, c'est un élément nouveau dans l'équation auquel personne ne s'attendait. Mais on est encore... Mais c'est peut-être... non, on est encore dans le registre de ce tropisme qui veut que quand on a une ressource finie, on commence par ce qu'on va dire dans les Anglais, les anglo-saxons, même une expression, exemple, on parle des low hanging fruits. On commence par cueillir les fruits à portée de main. Et voilà. Et les pétroles de schiste, c'est des fruits pourris tout en haut de l'arbre. J'ai même un prospectiviste de BP qui m'avait sorti une image que j'aime bien ressortir. Il disait, avec le pétrole de schiste, on est un petit peu dans la situation d'un rat de laboratoire qui aurait fini de manger des céréales et qui s'attaque au paquet de céréales. C'est un peu ça, puisque, enfin, au niveau de métaphorique, puisque les pétroles de schiste, en réalité, ce sont des pétroles de roche-mère, et on va chercher
non pas dans le paquet de céréales, mais dans la gangue, dans la matrice première du pétrole, qui est la Roche-Mère. À ce propos, où est mon échantillon qui circule? J'en avais deux, j'en ai plus qu'un. Prenez du piquet par... Il est revenu? Oui. D'abord, c'est très important ça. Oui, alors en fait, ce qui est un stock limité, et donc forcément il y a un pic, c'est le pétrole conventionnel. Dans les roches-mères, par rapport à l'état de nos consommations, on peut considérer le stock comme illimité si vous prenez non seulement les roches-mères matures, celles où vous pouvez produire par technique pétrolière, mais aussi les roches-mères non matures, où vous cassez le caillou en carrière et vous le calcinez. Ces productions-là ont été importantes à la fin du 19e siècle, puisque c'est pratiquement vers 1900 qu'elles deviennent moins importantes que le pétrole traditionnel, ou 1890, je ne sais plus la date. Donc il y a tout un historique. En France, il y avait 7 ou 8 exploitations de ce type. Il y avait les schistes d'Autun qui ont fermé dans les années 60. Il y en avait dans le Jura, etc. Et là, j'ai pris un bouquin, History of Western Oil Shale, et vous verrez qu'il y avait des centaines d'exploitations aux US de ce type. Donc si on est prêt à se réattaquer à ça, oublions que les problèmes d'environnement, parce que là, c'est pas triste, il faut mettre la moitié de l'énergie qu'on va récupérer pour faire le procédé, mais vous avez quand même un bilan net positif. La preuve, c'est qu'on l'a produit dans le passé. Alors à ce moment-là, tout saute. Il n'y a plus réellement de limite à la production. Il y a une limite d'investissement, des limites d'environnement, mais la ressource, elle est gigantesque. Simplement, il est très probable qu'on ne s'attaquera plus à ça. Pour un tas de raisons. Je suppose, là encore une fois, c'est mon pessimisme qui parle, mais j'en suis pas sûr parce que il me semble que l'énergie, voilà, tout phénomène est énergétique. Si on commence à en manquer, je pense qu'on fera comme en 39-45, on mettra l'armée sur le coup et on ne se préoccupera plus ni de rentabilité financière, ni de retour sur investissement énergétique. À moins de rentrer dans une logique différente, une logique de sobriété, je pense qu'à un moment donné, toutes les barrières traditionnelles, économiques, financières, seront balayées par la simple nécessité vitale d'avoir une source d'énergie pour se chauffer, pour se déplacer. Allez-y, question. Oui. D'accord, en économie de guerre, on fait des trucs extraordinaires. Oui, bonsoir. Moi j'aimerais revenir sur le lien entre le prix du pétrole et la croissance. En fait, on a beaucoup parlé avec la chute du prix du baril, qu'en Europe ça allait relancer la croissance, etc. Comme un alignement des planètes, comme si ça allait relancer la croissance. Et en fait, on constate que c'est pas le cas. Et donc j'aimerais savoir en fait si vous avez un avis sur la question, une explication peut-être. En tout cas, merci. Cette fameuse déconnexion entre taux de croissance de l'économie et croissance de la consommation énergétique, c'est un sujet dont il est question depuis longtemps. Et effectivement, traditionnellement, il y avait un ralentissement de la croissance quand les prix étaient élevés, mais enfin, les deux allaient de concert. Hein. On vous a montré sa première slide avec les trois courbes, énergie, pétrole et croissance économique. Aujourd'hui, à très court terme, effectivement, on ne voit pas de relance par la baisse du prix du pétrole. Il faut voir qu'on est en fait dans une espèce de période tout à fait instable, où simplement les gens n'investissent pas parce qu'ils n'ont aucune vision sur l'avenir. Ils savent tous que l'ensemble du système financier est extrêmement fragile. Ils savent que l'ensemble du système économique est fragile. Et donc, on n'a pas cet effet traditionnel, cette corrélation traditionnelle. Bon, je pense qu'on ne la retrouvera qu'une fois sorti de cette espèce de crise en phase chaude maintenant. Hein. On n'est plus en demi-crise, on est vraiment en crise. Il y a une relation inverse entre le... Alors, nous, ce dont on parlait, la question était sur le prix. On a beaucoup parlé de la relation entre production d'énergie et production oui. et GDP et PIB. Alors, la relation avec le prix, elle est assez déroutante. Pour ce qui est du dollar, on observe une relation inverse entre les cours du baril et les cours du dollar, qui s'explique relativement bien, puisque, en fait, c'est comme un thermostat, un petit peu, le dollar, quand il monte, vous grevez la capacité de tout un tas de pays importateurs de pétrole, hors zone dollar, à acheter du pétrole. Ça leur dit leur facture. Et effectivement, on observe à l'automne 2014
précipice dans lequel est tombé le cours du baril coïncide avec la fin du quantitative easing aux États-Unis. Voilà, donc là encore, ce sont des relations, à mon sens, qui sont largement inexplorées. On a des éléments heuristiques comme ça, mais voilà, l'élément le plus intéressant moi, que j'ai vu passer, alors là, c'est pas sur les prix, parce que je pense que les prix, voilà, c'est un reflet à un instant T entre l'équilibre offre et demande. Je pense que, et c'est symptomatique, Pierre-René, qui s'intéresse à ces questions à peu près sous le même angle que moi, soit parti directement sur les quantités. Je pense qu'effectivement, le lien production d'énergie, production globale est beaucoup plus fondamental. Et là-dessus, je vous propose de vous renvoyer aux travaux de Gaël Giraud, qui sont en cours de publication. On espère avoir une publication rapidement. Je dis on puisque c'est soutenu par ces travaux ont été soutenus par le Shift Project, dont Pierre René est un compagnon de route, puisqu'il fait partie du conseil scientifique. Et ce que démontre, en deux mots, ce que démontrerait, je mets un conditionnel parce que la publication n'a pas encore été validé dans une revue peer review auprès duquel le papier a été présenté, et potentiellement révolutionnaire, parce que les résultats des calculs empiriques faits par Gaël Giraud montrent qu'il y aurait, dans la fonction économique classique, il n'y a que deux facteurs fondamentaux de production, capital, travail, qui sont à l'échelle humaine. Et ce que montre Gaël en regardant des séries longues de l'OCDE sur 30 ans, c'est que lui, il observe que le facteur production principal, c'est l'input énergétique. Plus que le capital, et plus que le travail, qui, quand on y réfléchit, sont des transformations d'énergie. Donc ça, voilà, je pense que là, on a un élément, je ne vais pas employer les grands mots, mais on a un élément très intéressant, et en tout cas très nouveau. Et c'est pas le premier à le démontrer, simplement, il le fait dans un langage compréhensible par des économistes. En fait, cette démonstration a été faite, notamment par Robert Ayres, c'est-à-dire entre autres par des physiciens qui s'intéressent à l'économie. Là, on a la même chose démontrée par un économiste qui se place dans... voilà. Il y a un recalage, on ne sait pas, les économistes ne savent pas lire sans recaler leurs hypothèses sur la productivité du travail, qui, quand vous le demandez à un économiste qui fait de la recherche fondamentale, est une notion très mystérieuse, la productivité du travail, peut-être parce que justement on a négligé le rôle de l'énergie dans la productivité du travail. Mais les seuls qui arrivent à faire un modèle qui suit la trajectoire du PIB mondial ou du PIB des États-Unis à long terme, sans recalage des niveaux de productivité du travail ad hoc, ce sont les physiciens, et c'est Robert Ayres. A-Y-R-E-S. Voilà. Oui, Cordier. J'ai deux petites questions à vous poser. Je suis là. Premièrement, l'Irak, maintenant que la guerre est derrière nous, est-ce que ce pays a retrouvé ses capacités de production et est-ce qu'il y a du potentiel? L'Irak est au bord de l'apoplexie aujourd'hui. Oui, la guerre n'est pas tellement derrière nous. Attends que je sache. L'Irak, il y a plusieurs fronts. Hein. Il y a Je parle de la guerre avec menée par les États-Unis. Oh, mais enfin, c'est un état de guerre partout. Hein. Même la chute des cours du baril, c'est surtout ça aujourd'hui qui impacte. Ils ont arrêté, ils ont dit à Exxon, ils ont dit à Shell, les investissements dans le sud, la Roméa. La deuxième ville est quand même la capitale de Daesh, hein, sauf erreur, c'est Mossoul. Le Kurdistan est assez largement autonome. Sa production pétrolière, il l'exporte par la Turquie, mais comme c'est les mêmes gens qui exportent aussi le pétrole de Daesh, il y a un mois, on a décidé que finalement il fallait arrêter ça. Ça fait 2 ans qu'on en parlait d'arrêter ce trafic. Hein. Il y a 2 ou 3 000 camions qui appartiennent à des transporteurs turcs et irakiens qui transportent les deux brutes. La question posée intéressante, c'est le lièvre qu'ont rendu public les Russes, à savoir si c'est vrai. C'est le frère du président Erdogan qui est l'agent numéro 1. Donc de dire que l'Irak est en état de paix, on est dans un sacré bazar. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est que l'Irak est la clé de voûte, si on veut. D'après l'AIE, quand ils donnent leurs chiffres de progression de la production mondiale, l'élément clé, l'élément principal, ce qui abonde le plus pour faire progresser la production, d'après Fatih Birol, c'est l'Irak. Et aujourd'hui, alors là je parle même pas de Daesh ou de l'incapacité à faire une loi sur le pétrole, etc.
je parle de sous-investissement. C'est-à-dire qu'avec l'effondrement des cours du baril, ça veut dire, nous on pleure quand on a moins 2, moins 3% de réduction du budget national. Eux, c'est moins 70% d'un coup, du jour au lendemain, non prévu. Donc ils ont dit à tout le monde, à tous les opérateurs qui travaillent justement au redéveloppement des sources pétrolières dans le sud, ils sont en train d'arrêter. Donc on a encore ce phénomène de ralentissement des investissements qui aura probablement tôt ou tard un impact sur la production. Et effectivement, l'Irak est la clé de voûte, mais c'est une clé de voûte pour plein de raisons extrêmement friables. D'accord. La deuxième question que j'avais à vous poser, est-ce que vous pouvez nous donner une grille de lecture sur la stratégie de l'Arabie Saoudite à l'heure actuelle, qui se fragilise financièrement Sans problème. et qui peut peut-être fragiliser son système politique et social par les déficits budgétaires très importants auxquels elle doit faire face? Alors, moi, je m'explique ça comme ça. Hein. Je suis pas dans les secrets de Mahomet. Je pense que exactement ce qu'a dit Pierre-René, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de chute des cours du baril qui commence à l'été 2014 et qui s'est imposé à tout le monde et probablement dû au ralentissement de la Chine. Et puis au développement du pétrole américain. Mais on regarde sur l'offre sur le long terme, on ne voit pas les pétroles de schiste accélérer, augmenter la pente d'augmentation de la production. On est sur un trend à peu près stable. Et là-dessus, les Saoudiens ont clairement embrayé, explicitement, ont vu une opportunité historique de donner une bonne suée à tous leurs concurrents. Clairement, ils l'ont dit. Ils ont dit, je vois pas pourquoi, le ministre du pétrole a dit, on ne voit pas pourquoi on perdrait des parts de marché pour faire plaisir aux pétroliers américains. Donc ils se sont lancés là-dedans. Donc aujourd'hui, on a une guerre des prix, exact comme on a déjà eu. Hein. Tu as dit tout à l'heure que c'était jamais arrivé. Au moment du contre-choc pétrolier, il y a eu toute une période où les Saoudiens ont refusé, en bonne entente d'ailleurs avec les Américains, de fermer les vannes. Donc là, on a la même chose. Donc on a une rixe généralisée où tout le monde tape sur tout le monde, en espérant ne pas être le premier à acheter l'éponge. Et je pense que dans ces conditions-là, même si l'Arabie Saoudite est fragile, peut être KO, je pense que c'est Mike Tyson aujourd'hui, l'Arabie Saoudite. Dans une bagarre généralisée dans le monde du pétrole, c'est les plus costauds. Donc je pense, encore une fois, si j'étais bookmaker, je ne mettrais pas un billet pour dire que c'est eux qui vont tomber les premiers. Leur fragilité, elle est interne. C'est que cette politique, tout le monde ne l'apprécie pas. D'abord, les gens à qui on va couper une partie de leur welfare system, on va augmenter le prix du pétrole pour les voitures, ça y est, c'est décidé, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se trouver en diminution de revenus et qui vont forcément accuser le régime. Hein. Et le régime, il s'est maintenant symbolisé dans le prince héritier, qui clairement est en rupture, je dirais, sur sa vision du monde par rapport aux 3 précédents monarques. Et même le monarque actuel, on pourrait penser que c'est pas lui qui fait la politique, que c'est bien le prince héritier. Donc, est-ce que ces mécontentements inévitables à l'intérieur, plus la présence, je dirais, d'une classe religieuse qui jusqu'ici avait été soigneusement, je dirais, financée, etc., ce qui lui a permis d'exporter pendant 20 ans le wahhabisme dans le monde entier, et d'un seul coup les Saoudiens se rendent compte, en tout cas le prince héritier s'en rend très bien compte, que c'est ça qui quand même, quelque part, nous a donné ISIS, Daesh, enfin l'État islamique. Hein. Donc là aussi c'est un grave danger. C'est que cette classe ultra-religieuse, elle peut très bien dire, mais attendez, nous jusqu'ici, on faisait ce qu'on voulait, on avait de l'argent, on faisait des mosquées dans le monde entier, ils avaient exporté jusqu'en Indonésie une vision rigoriste de l'islam, même dans des pays où il y avait un islam tolérant, plutôt sympathique. Donc voilà, moi je vois plus les problèmes internes, sociaux et religieux. Donc si vous voulez, l'EI, pas sous le nom de l'EI, sous le nom de les oulémas wahhabites déstabilisant complètement la famille royale et la fichant par terre, couplé avec des manifestations de gens qui simplement n'ont plus à manger, enfin en tout cas moins qu'avant, ça c'est un scénario tout à fait plausible. Hein. Et puis on a une spirale chaotique dans cette région qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui a démarré au moment du second choc pétrolier.
Moi, je pense que cette histoire va finir très mal. Moi, j'insiste beaucoup sur le côté de la classe rigoriste religieuse. Il ne faut quand même pas oublier que Bin Laden était d'une très bonne famille saoudienne. Le roi Salman aussi a un passif intéressant par rapport au financement du wahhabisme. Regardez, il y a beaucoup d'éléments là-dessus. Les gens qui prennent les armes à la frontière du Yémen et dans le sud de l'Arabie, il n'y a pas que les chiites qui ont pris les armes contre le système yéménite. Il y a aussi des tribus, dont celle à laquelle appartenait Bin Laden. Gros groupe de travaux publics qui d'un seul coup va plus avoir à manger parce que les travaux publics, il va falloir les réduire. Voilà, etc. Heureusement, ils ont encore assez d'argent pour nous acheter des Rafales, donc tout va bien. Non, les Saoudiens, ils achètent pas. Ils financent les Égyptiens, c'est pas pareil. Enfin, ils ont encore, en chiffreront presque 1000 milliards de réserves, sous forme financière, hein, plus pas mal d'un portefeuille d'actions internationales très important. Pas de dette, beaucoup d'actifs liquides et beaucoup d'actifs un peu moins liquides, parce que les actions, les liquider aujourd'hui, c'est pas très bon, hein, même quand on est saoudien. Enfin, plus un avoir immobilier mondial important, etc. etc. Donc, ils n'attendent que leur côté de l'argent. Ils ont de quoi tenir, oui. Alors, ils ont emprunté pour la première fois il y a quelques mois, il y a très longtemps. Mais comme on emprunte aujourd'hui, si on a une bonne signature à des taux négatifs à 5 ans, la France emprunte à 5 ans à taux négatif. Donc, si vous voulez, on est dans un monde extraordinairement étonnant. Hein. Bonsoir, Fei Huang de l'entreprise Total. J'ai une question concernant par rapport au précédent pic de prix de baril. Cette fois-ci, le prix de baril a diminué d'2 tiers pendant 18 mois. Et tout le monde dans l'industrie, les opérateurs, les fournisseurs, sont tous en face des grandes pressions. Et en face de cet environnement, est-ce que, à votre avis, il y aura des interventions politiques, enfin des coopérations des opérateurs, fournisseurs? Est-ce que c'est déjà quelque chose déjà vu dans l'histoire? Et est-ce que, à votre avis, ce sera quelque chose à venir? Et si oui, de quelle manière et à quelle échelle? Oui, je suis désolé, je vous ai pas vu. Je suis très indiscret. Vous êtes dans quelle partie chez Total? Je suis dans la branche EP. EP, dans quelle fonction contrat achat. Contrat achat, ah voilà. Je pensais que la question... liée à mon métier. Alors, d'abord, historiquement, il y a toute une période qui, pour vous, n'existe pas dans votre film intérieur. Les pétroliers étaient relativement intégrés avec les services. Vous avez des filiales de forage, des bateaux de forage, ils avaient de la géophysique avec des équipes de géophysique à eux, etc. etc. Vous êtes arrivé dans ce monde au moment où cette chaîne était totalement désintégrée. En fait, elle s'est désintégrée, je dirais, pas partout, après le deuxième choc pétrolier. Hein. Il y a quelques rares contre-exemples, Saipem avec Eni, qui sont restés avec un lien fort, mais ces exemples sont pratiquement finis. D'ailleurs, un signe intéressant, il y a 15 jours, quand il s'agissait de sauver CGG au bord de la faillite, Total, poussé certainement par tout le monde, a dit s'il y a besoin pour finir le tour de table, j'irai. Et puis on a appris il y a 3 jours qu'ils n'y allaient pas. Hein. Donc voilà. Donc moi je ne crois pas beaucoup à une réintégration entre le parapétrolier et le pétrolier. C'est vraiment 2 fonctions qui se sont séparées, à mon avis, durablement. Qu'il puisse y avoir des accords de coopération durable sur tel ou tel sujet, ça c'est un autre truc, ça existe dans tous les métiers. Hein, les constructeurs automobiles, ils ont des liens durables avec tel ou tel sous-traitant non seulement pour des fournitures, mais même pour la recherche. Donc on peut très bien avoir un programme de plusieurs années, peut-être avec CGG, pour leur dire, ben nous, de la sismique spéculative dans tel endroit où il n'y en a pas, ça nous intéresse, et on va cofinancer, puis après vous pourrez le vendre à des tiers, mais 6 mois après nous, etc. On peut imaginer des schémas particuliers, mais je n'imagine pas une réintégration de ces 2 familles de métiers. Je crois que il n'y aurait pas tellement d'avantages. Et si vous voulez, les 2 métiers sont devenus complètement internationaux. C'est-à-dire il faut que CGG, je prends lui comme exemple, mais je pourrais prendre Technip, je pourrais prendre n'importe qui,
puisse vendre ses produits dans le monde entier, parce que, évidemment, s'il élimine le client total n'est qu'un petit bout du système, c'est 1% du système. Hein. Et de même, Total, il faut qu'il travaille chaque fois à moindre coût et avec la meilleure réponse technologique pour le problème qui se pose. C'est le champ de Tartampion où j'ai besoin d'un flexible qui est telle caractéristique. Eh bien, il faut qu'il ait accès aux fournitures mondiales sans aucune préférence pour telle boîte française ou autre d'ailleurs. Hein. Donc je crois que les deux métiers étant devenus complètement internationaux, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, je ne pense pas qu'on aura de la réintégration. Voilà pour la fonction achat. Donc acheter le moins cher possible et les meilleurs specs de Total. Merci pour votre réponse et juste pour rebondir sur d'autres parties de ma question. Pour les coopérations entre opérateurs, sans parler de fusion-acquisition, est-ce que, à votre avis, il y aura une sorte de faire des alliés pour être en face, d'avoir plus de levier de négociation en face de fournisseurs? Et deuxième, est-ce que politiquement, est-ce qu'il y aura des interventions vu que les risques d'endettement de tous les, comment dire, de tout le monde dans l'industrie va introduire potentiellement des risques pour des pays qui sont assez impliqués dans cette industrie? Tu commences. Ben, si vous voulez, historiquement, l'industrie, quand il s'agissait de gros objectifs dans des conditions difficiles, chassait en meute. On a créé les grands consortiums, l'Irak Petroleum d'abord, le consortium iranien, c'était typiquement répartir des risques et des deals politiques, en fait, où les États intervenaient en sous-main, hein, mais ils intervenaient quand même sérieusement. Tout ce système de coopération, je dirais, institutionnalisé, a fonctionné en gros je vais faire simple, pour l'Irak Petroleum de 1928 à 1970, hein, et puis pour le consortium iranien, je dirais, de la chute de Mossadegh à 73, 74, bon. Alors voilà. Alors on a essayé de réinventer le système quand on a eu un objet un peu compliqué qui était Kashagan. Et là, ça s'est très très mal passé. Hein. On a triplé les coûts, enfin on a fait pire que le PR, ce qui est pas mal quand même. Hein. Je sais pas, qu'il soit finlandais ou de Flamanville, on a fait pire. Donc l'industrie pétrolière n'a pas su s'organiser pour faire des projets en coopération. Et ça, à mon avis, c'était prévisible. Il y avait eu quelques décennies avant le pipeline de l'Alaska où la même chose, on a créé un FOLAPUC où personne n'était le patron, où les responsabilités étaient diluées. Si on veut faire des projets en commun à plusieurs, et qui est pas un opérateur, ce qui est le cas actuellement, il y a des partenaires mais il y a un opérateur, si on veut des structures de coopération, eh bien, il faut saucissonner les projets et qu'on ait le drapeau d'une compagnie sur un morceau de projet. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on l'a compris dans Gasco à Abu Dhabi, c'est le seul cas où on a fait ça, et ça a très très bien marché. Et on n'a pas répété le schéma après, pour des raisons qui me paraissent mystérieuses. Voilà. Bien. Encore deux questions. Encore deux questions, et puis ça termine. Ah, monsieur, et puis un autre monsieur. Oui, je voulais vous demander, on a vu dans la présentation que le pic de production devrait arriver en 2030-2040, à peu près. Enfin, bon, ça c'était c'était un des graphes qu'on a pu voir. Est-ce que vous voyez une possibilité des politiques de réagir avant que la contrainte physique arrive réellement? Moi, je suis en train de me demander ces jours-ci si on n'est pas au pic en ce moment, donc on n'aura pas réagi. On va réagir un peu tard. Pour répondre par une pirouette. Non, mais honnêtement... De toute façon, on est en chiffres, on est très proche. Hein. Alors, de savoir si on est à 90% du pic, à 95 ou à 100, effectivement, si on est dans une crise économique durable, ben, on ne remontera pas au-dessus de la production actuelle, disons de 92 ou 95, selon la façon dont on calcule. Si on avait une crise économique qui dure 10 ans, on ne remontera pas au-dessus. Il faut dire qu'on aura mangé une partie des réserves. Si évidemment la crise économique, on en sort miraculeusement dans 2 ans, on atteindra peut-être les 100. Voilà, côté symbolique. Côté aiguillon principal de la transition énergétique, qui est le climat,
On sait que si on veut garder une quelconque chance de rester en dessous ça, de degrés de réchauffement, il faut que les émissions mondiales piquent et déclinent maintenant. En tout cas, d'ici à 2020, sinon, déjà c'est de la science-fiction qu'on arrive à rester en dessous des 2 degrés. Je veux dire, si on se décide, comme on en prend le chemin, de faire piquer les émissions 2025, 2030 peut-être, on ne sait pas, puisque alors là, pour le coup, ça sera, de ce point de vue-là, ça sera trop tard. Ce qui a été rajouté à Paris à la COP21, qui est venu comme une surprise, c'est qu'au lieu d'avoir 2 degrés comme seul objectif, on a dit, et si possible nettement moins, et l'idéal 1,5. Et en fait, ça revient, on l'a appris tout à l'heure, je n'avais jamais fait les petits calculs, à diminuer par 2 la quantité de carbone fossile qui nous reste à brûler, jusqu'à qu'on arrête de le brûler. Le simple fait de passer de 2 à 1,5, c'est un changement complet d'échelle. Et moi, je n'avais pas saisi que c'était un changement complet d'échelle. Donc je vous le dis parce que je l'ai appris tout à l'heure. Non, et puis l'indice même qu'on voit, voilà, tout le monde sait que renchérir le coût du carbone, c'est le levier principal d'une politique de sortie des énergies fossiles. Là, on a une opportunité historique de le faire avec l'effondrement du cours du baril. Personne n'a envie de se précipiter à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien intrinsèque avec la croissance, à mon sens. Et on a des messages contradictoires en permanence. En France, on est champion de ça. Je vous rappellerai, peut-être que vous l'avez oublié, mais moi je pense que ça mérite de ne pas oublier que Moscovici a commencé en tout cas le mandat de Hollande a commencé par une baisse des taxes, qui a coûté 500 millions d'euros à la France avant qu'on siffle la fin de la récréation. Bon, notre ministre de l'écologie a enterré l'écotaxe. Je ne dis pas que c'était une très très bonne idée, mais enfin, on a quand même capitulé en race campagne là-dessus. Je parle du Parlement qui a voté ce truc-là à l'unanimité et de l'armée de technocrates qui est derrière. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, un politique Prenez ça. Ouais, pardon. Inciter Hulot à se présenter. Oui, non, mais je sais pas, quelqu'un qui dise, voilà, on va reconstruire 10 centrales nucléaires en France et donc compenser en fait une sortie du pétrole par une augmentation de la capacité des... Ça sera plus cher et ça va impacter la capacité du système à croître. Ça va être cher, mais... Ça va impacter la capacité du système à croître. Tant qu'on l'aide, bon, ça n'est que ma réponse, tant qu'on met la croissance de la... je sais même plus comment on doit appeler ça, je sais même plus la croissance de la production, mais la croissance de la richesse mesurée par l'euro en France comme alpha et oméga de toute politique économique, et qu'on donne pas de vraie valeur au carbone, pour moi on n'ira nulle part. Voilà. Ce que vous suggérez, c'est l'inverse de la loi de transition énergétique. Cette loi, elle est absolument invraisemblable parce qu'elle n'a pas choisi entre diminuer le carbone et puis diminuer le nucléaire. Elle veut faire les deux. Alors évidemment, c'est absurde. Si on veut effectivement décarboner, il faut tout électrifier, donc assez rapidement passer aux hybrides, puis aux hybrides rechargeables, etc. Enfin, c'est le plus gros consommateur aujourd'hui, enfin, le plus gros émetteur, ça devient le transport. Et la même chose, le chauffage électrique, au lieu de l'interdire, il faut au contraire le continuer. C'est-à-dire la politique française, qui était la seule au monde de développer le chauffage électrique, c'est ça qu'il fallait faire. Mais évidemment, la loi de transition énergétique, comme elle est anti-nucléaire, elle fait l'inverse. Et la logique, c'était effectivement de dire on fait un programme d'une centrale nucléaire par an, dès maintenant, et on redevient un exportateur de technologie nucléaire, alors qu'aujourd'hui, on prend le chemin on va dans le mur, hein, avec 2 essais très malheureux, un seul produit au catalogue de la maison Areva, et EDF, ça sera pareil, et l'autre produit, Atmea, on n'en parle pas, enfin c'est ni fait ni à faire la politique française nucléaire actuelle. On se suicide, et en même temps on prétend vendre des centrales à l'étranger. C'est absolument incroyable, mais enfin, c'est comme ça. Voilà, excuse-moi d'avoir été... C'est un sujet qui m'horripile gravement. La dernière question, là-bas au fond. Oui, bonsoir. Didier Pilet du Conseil général de l'économie et également membre, tout comme Pierre-René et Mathieu, de l'ASPO, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure. J'avais juste en fait une remarque et une question. Une remarque qui porte en fait sur la demande et l'offre. Donc on parle beaucoup effectivement de demande et d'offre, mais accolé à la demande, en fait, on a la consommation. Et accolé à l'offre, on a en fait la production. Et donc, quand on parle d'offre et demande,
Et quand on s'interroge sur le lien entre la consommation énergétique et le PIB, c'est bien la consommation qu'il faut regarder. Et les prix, en fait, s'ajustent effectivement entre l'offre et la demande. Il y a le stockage, en fait, qui vient jouer là. C'est-à-dire que l'offre peut effectivement être une offre d'opérateurs producteurs, mais également d'opérateurs qui ont stocké du pétrole et qui le revendent, qui espèrent le revendre quand le pétrole sera remonté. Ça, c'était la remarque. Un autre aspect qui n'a pas été évoqué ce soir, c'est ce qu'on appelle le Global Net Export. En fait, c'est le pétrole qui est mis sur le marché international. Alors, je ne pense pas dire de bêtises, ça doit être de l'ordre de 45 millions de barils de jour, si on compte effectivement ce qu'on appelle le crude et le condensate, auquel on ajoute les gaz, les NGL, les pétroles, enfin les gaz liquides, les liquides de gaz. En fait, c'est aussi ça qu'il faut regarder, parce que ce net export, en fait, on constate qu'il est sur un plateau, et avec ce qui vient d'être dit ce soir, on peut effectivement s'attendre à ce qu'il y ait une chute d'autant plus rapide que la consommation de pétrole des pays producteurs, qui exportent actuellement, exporteront moins demain, dans la mesure où leur consommation, je pense que c'est valable pour l'ensemble des pays exportateurs, elle augmente. Donc, on a vu effectivement les budgets tout à l'heure, ils augmentent aussi. Donc, ils augmentent parce qu'en fait la manne en fait pétrolière diminue. Et donc, ils ont besoin effectivement d'un prix du baril plus élevé pour pouvoir effectivement boucler le budget. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce problème de Global Net Export? Non, oui, c'est un problème très, très aigu. L'autoconsommation dans la plupart des grands pays producteurs, pour des raisons démographiques et pour des raisons de non-politique énergétique, ont tendance, en tout cas jusqu'à présent, ont tendance à croître. L'Arabie Saoudite autoconsomme, je crois, quelque chose comme un tiers de sa production, peut-être un peu moins, un quart. Et c'est le cas pour l'Algérie, on trouve le même problème. Donc avec des démographies qui augmentent fortement, des niveaux de vie qui augmentent fortement, ça vient grignoter dans la capacité globale à exporter du pétrole. C'est sûr que c'est un facteur aggravant massif quand on s'interroge sur la capacité à long terme de maintenir les productions énergétiques mondiales. Oui, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour la première fois, c'est grâce à la réduction de leurs revenus que ces pays-là mettent en place des politiques de réduction un petit peu de la demande en mettant en place une taxation ou un début de taxation sur le prix à la pompe. Hein. Et même chose sur l'électricité, parce que tant qu'on a l'électricité gratuite, on peut climatiser à outrance, on s'en fout, 24 heures sur 24. Tout ça, avec une réduction très forte des revenus pour tous les États pétroliers, il y aura forcément un impact. Et le problème, c'est quel est l'impact socialement acceptable, où les gens ne descendent pas dans la rue et fichent en l'air tout le système. Je me souviens qu'en Indonésie, il y a eu 2 fois des tentatives d'augmentation qui étaient de 20 ou 30%, et à partir de prix très bas, à nos yeux très bas, ça a suffi à déstabiliser pendant un certain temps politiquement le système. En Iran, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, et donc une tentative, et à M. Ahmadinejad, c'était lui qui était à l'époque responsable de cette décision, il a fait marche arrière devant la rue. Les gens, c'est comme nous les taxis ou les camions ou les tracteurs, il y a 3 familles de gens dont on a très peur qui descendent dans la rue, et ben eux c'est pareil, ils ont le même problème, hein, partant d'une habitude de se transporter presque gratuit, un coût marginal très très faible, d'augmenter ça fait partie des avantages sociaux qu'ils considèrent comme qu'il aurait dû. Ils disent, on est pays pétrolier exportateur, on doit avoir droit au pétrole presque gratuit. Alors ce qui mène à tous les trafics, hein. Le Nigeria, vous avez des prix qui sont le quart des pays avoisinants, donc inutile de vous dire le nombre de camions qui sortent du Nigeria, chargés d'un brut dont on ne sait pas d'où il vient, ce qui fait que les statistiques nigérianes, si vous arrivez à recoller la production, les exports et la consommation, chapeau. Hein. Voilà. Et puis c'est vital, quoi. C'est un équilibre. Le prix du pétrole, le prix à la pompe, quel que soit le pays, reflète l'équilibre trouvé par la société pour permettre aux gens de se déplacer et de faire leur activité quotidienne. Donc un prix qu'on trouve anormalement élevé, anormalement bas est tout à fait
vital pour une économie, pour l'Iranien moyen, le Bolivien moyen, puisqu'il y a eu le même phénomène là-bas. Ouais. Donc ça sera très compliqué. Quand on voit les politiques, quand on voit certaines ONG dire il n'y a qu'à enlever les subventions sur l'essence, c'est juste la capacité économique d'un pays à se perpétuer. C'est très grave, malheureusement. On n'est pas sorti du pétrole. Il nous reste à remercier nos deux conférenciers.